Ok. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux pour ce talk sur Angular. Vous avez remarqué, on est à fond dans le thème. Les organisateurs nous ont dit Breaking Bad cette année. Nous, on a mis Star Wars. Voilà. Boycott. C'est pas grave. Mais ça nous a semblé quand même pas mal, cette idée un petit peu de vitesse-lumière pour parler de performance. Donc, qui qu'on est moi, c'est Cyril. Donc, je suis directeur technique front de Sphère. Et je suis développeur expert. J'ai Google développeur expert. Je vais te laisser expliquer parce que tu expliques vachement mieux que moi. Ok, merci. Donc moi, c'est Wassim. Je travaille aussi chez Sphère. Je suis développeur advocate là-bas. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur Twitter, il ne faut pas l'oublier. Oui. Et effectivement, on fait partie du programme GDE, donc Google Developer Expert, donc lancé par Google. Et en gros, en fait, on fait le pont, en fait, la liaison entre les équipes web chez Google, notamment Angular, Polymer, etc., et la communauté des devs. Donc, discuter avec les développeurs, récupérer des feedbacks, etc. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir tout à l'heure, parler web, tout ce que vous voulez, en fait. C'est vrai que tu le présentes vachement mieux que moi. Je l'ai répété. Alors, quand on a réfléchi à ce talk, en fait, on voulait parler, ça fait pas mal de temps qu'on commence à parler d'Angular. Je pense que si vous avez traîné un petit peu dans les confs, on commence à voir maintenant des tutos sur Angular, comment démarrer sur Angular. Donc, je pense que les gens commencent un petit peu à voir maintenant à quoi ressemble Angular. Ce qu'on a voulu faire, nous, c'est se dire, ok, on parle beaucoup de performance dans les frameworks aujourd'hui, et on va essayer, si vous voulez, de soulever un peu le capot et de voir pourquoi Angular est performant et surtout, est-ce qu'on peut le rendre encore plus performant? C'est à ça qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Mais avant de se lancer dans l'ouverture du capot, on voudrait quand même voir avec vous, rappeler 2-3 trucs pour qu'on soit tous d'accord. Déjà, on peut peut-être faire un petit sondage. Combien de personnes parmi vous ont déjà fait du Angular? Angular 2 et plus, hein. D'accord. Ah vache, vous êtes pas mal. On va peut-être pas vous apprendre grand-chose en fait. Qui a eu des problèmes de perf en Angular? Ouais. Ok. On aurait posé la même question Il n'y en a pas beaucoup, en fait, sur AngularJS, je pense que vous auriez tous levé la main. Effectivement, c'est vrai qu'Angular est performant. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait d'Angular, on va quand même remettre un petit peu les bases. C'est quoi une application Angular aujourd'hui? Angular fait partie un petit peu de cette nouvelle vague de framework orienté composants. C'est-à-dire que, comme React, comme Vue, comme Polymer, quand vous construisez une application, en fait, vous construisez un arbre de composants. Et c'est cet enchevêtrement de composants qui va rendre votre application. Alors, un composant d'Angular, en fait, quand on parle de composant, c'est quoi? C'est l'association de ces trois structures. Le template, ça va être le HTML, la vue de votre composant. La partie component, c'est le code de votre composant, donc c'est ce que vous allez écrire en TypeScript, c'est la logique, les fonctionnalités de votre composant. Et il y a ces métadatas entre les deux, donc c'est les fameux décorateurs qui ont été introduits en Angular, qui vont permettre à Angular de savoir que vous faites un composant et comment faire vivre ce composant dans une application Angular. Donc vous avez un exemple de code là sur la droite, où effectivement ma classe, c'est le code de mon composant, donc c'est une classe ES6, il n'y a rien d'Angular dedans, c'est des propriétés, des constructeurs. J'ai mon annotation, le @component, qui, elle, va apprendre à Angular comment utiliser cette classe pour faire un composant Angular. Donc c'est là-dedans que je vais avoir des sélecteurs, des références à des templates ou à des CSS. Donc voilà comment Angular s'y retrouve pour créer des composants. Mais en fait, quand on a préparé cette présentation, on s'est dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de confusion dans les outils. C'est-à-dire que moi, j'écris du code comme ça, mais au final, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, c'est pas ça qui est exécuté dans mon navigateur. Et il y a pas mal d'outils qui interviennent, donc ça nous a semblé important de faire un petit rappel de dire qui fait quoi dans cette chaîne, entre le moment où j'écris mon composant Angular comme ça, et au final, comment il est exécuté dans le navigateur. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a 3 grands acteurs qui vont intervenir sur votre code. Le premier, forcément, c'est TypeScript. On verra pourquoi. Vous écrivez du code en TypeScript et ce n'est pas du TypeScript qui est dans le navigateur, donc il y a des choses qui se passent. La plupart des projets Angular, maintenant, surtout si vous utilisez le CLI, sont fournis avec Webpack. Donc Webpack va aussi intervenir dans le cycle de vie du développement de votre application pour vous proposer des fonctionnalités, on verra comment. Et enfin, Angular lui-même intervient dans le lancement de l'application. On peut parler de compilation, enfin je ne vais pas trop spoiler, Wassim nous en parlera tout à l'heure. Alors très rapidement, TypeScript, je pense que est-ce que tout le monde... Qui a déjà codé en TypeScript? Alors, qui n'a pas codé en TypeScript?
Ah, il va falloir s'y mettre. Non, c'est vrai. Blague à part, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les nouveaux frameworks, il y a Angular qui s'appuie beaucoup sur TypeScript, mais vous retrouverez également que beaucoup de frameworks proposent des implémentations à TypeScript, parce que TypeScript, en fait, c'est quoi? Ça va vous permettre de vous appuyer sur les ES6, alors on dit plus ES6, on dit ES 2015, ES 2016, donc les futures versions d'ECMAScript. Donc TypeScript, c'est juste un superset à ces nouvelles fonctionnalités du langage, sur lequel on va rajouter un certain nombre de fonctionnalités. Et la fonctionnalité principale de TypeScript, comme son nom l'indique, ça va être de rajouter du typage. Et comment ça fonctionne? Vous avez par exemple un exemple au tableau. Vous avez un compilateur qui va analyser votre code TypeScript et produire du JavaScript. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va être capable, dans le code TypeScript, de rajouter des types. Et le rajouter des types, c'est pas juste parce que ça fait bien de mettre des types, c'est que ça va vous augmenter votre productivité. C'est-à-dire que la plupart des IDE maintenant sont capables de comprendre le TypeScript, vont être capables de vous fournir de l'IntelliSense, c'est-à-dire que vous aurez de la complétion automatique. Ça vous permettra de vous lever des erreurs avant d'exécuter le code. Donc vous allez gagner en productivité. Donc c'est ça le gros intérêt de l'utilisation de TypeScript. Et le gros avantage aussi, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Angular, c'est ces fameuses annotations. Il n'y a que en TypeScript, avec ces décorateurs, qu'on peut avoir ce mécanisme, cette fonctionnalité d'annotation, qui rend quand même le code beaucoup plus lisible et beaucoup plus simple à écrire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, j'oublie quelque chose, tu me dis si j'oublie un truc. Non, jusqu'à là, c'est bon. Ok. Qu'est-ce qui va compiler ce code TypeScript? C'est ce qu'on appelle le compilateur, le TSC. Ce TSC, dans un projet Angular, vous y avez accès avec un fichier de config, donc c'est le tsconfig.json, sur lequel vous allez pouvoir renseigner des propriétés pour vous faire une compilation comme vous le souhaitez. Alors, on vous a mis en avant quelques informations intéressantes. Si vous voulez par exemple utiliser les annotations, ce qui se fait beaucoup en Angular, vous avez ce fameux flag expérimental décorator qu'il faut régler à true. Si ça, c'est pas réglé, vous ne pourrez pas utiliser, TypeScript ne sera pas capable de compiler ces annotations. Il va y avoir des erreurs aussi. Il va y avoir des erreurs du coup c'est ça. À la compilation. Les source maps, très important, c'est que vous écrivez du TypeScript, ça s'exécute en JavaScript dans votre navigateur, ce que vous voulez débugger, vous, c'est le code TypeScript que vous produisez. Et si vous n'avez pas cette notion de source map, qui permet au navigateur à tout moment de faire le lien entre le JavaScript et le TypeScript, vous ne serez pas capable de débugger votre code TypeScript. Donc c'est très important d'avoir cette flag à true. Et il ne faut pas oublier, c'est une information qu'on a tendance un petit peu à laquelle on ne fait plus attention, parce qu'on a maintenant des CLI, des outils qui génèrent tout ça pour vous. Mais TypeScript a besoin de type, de déclaration, de définition de type. Je vous donne un exemple. Si vous voulez introduire, je sais pas moi, une librairie Moment.js par exemple dans votre page, dans votre application Angular, pour que ça soit typé, TypeScript va avoir besoin de la définition de type de cette librairie pour savoir que vous utilisez les bonnes propriétés, les bonnes méthodes, avec les bons arguments. Il y a une espèce de convention maintenant. La plupart des librairies produisent leur définition de type à la racine du node module dans un répertoire @types. Donc c'est là que vous allez retrouver toutes les définitions de type. Donc vous avez très peu à le faire parce que c'est fait automatiquement et configuré automatiquement par le CLI. Mais si au cours de votre projet vous souhaitez ajouter une nouvelle librairie, n'oubliez pas de rajouter les types associés à cette librairie pour pouvoir en bénéficier. Donc ça, c'était la première chose. Webpack. Webpack, son rôle, c'est de construire ce qu'on appelle un bundle JavaScript. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Webpack va parcourir vos fichiers JavaScript et reconstituer l'arbre de dépendance. Donc quand dans mon fichier A, j'importe mon fichier B, Webpack voit cet import et dit dans mon bundle, je vais mettre le fichier A et le fichier B, etc., etc. Donc en fait, il va parcourir tout l'arbre de dépendance de vos fichiers. C'est pour ça que vous mettez des imports dans vos fichiers. Et au final, il produit un seul fichier bundle JavaScript. Donc ça, c'est le rôle principal de Webpack, c'est de faire de gérer les imports de dépendance et de faire une espèce de fichier agrégé. Mais en fait, Webpack, ça s'utilise un petit peu plus, c'est un peu plus que ça aujourd'hui. Ça a été tellement utilisé que les gens ont créé ce qu'on appelle deux nouveaux types d'outils. Soit ce qu'on appelle des loaders, donc c'est ce que vous avez dans la configuration à gauche, c'est je vais être capable de créer des nouveaux loaders. Le but d'un loader, c'est je m'applique à un type de fichier identifié par cette propriété test, qui est une expression régulière, et donc sur ces fichiers en entrée, je produis un fichier en sortie. Donc je vais être capable comme ça de transformer mes différents fichiers. Donc là, vous avez un exemple, par exemple,
sur les fichiers TypeScript, j'utilise le loader qui s'appelle Awesome TypeScript Loader qui va compiler ces fameux fichiers en JavaScript. Et on a tout un tas de loaders qui existent comme ça que vous allez pouvoir intégrer dans votre Webpack. Les plugins, c'est des outils un peu plus riches qui, eux, vont intervenir dans des phases de build et qui vont en fait faire des traitements un peu plus compliqués. En fait, on réserve aux plugins ce que les loaders ne sont pas capables de faire. Donc, quand on aura des traitements un peu plus compliqués à faire, on les fera dans les plugins. Mais vous voyez, c'est les deux types d'outils qu'on va pouvoir intégrer dans Webpack pour optimiser le build. Et ce que vous voyez sur la droite de l'écran, c'est le résultat d'un build Angular. C'est-à-dire que vous créez des composants TypeScript avec des fichiers HTML, CSS. Au final, tout ça, ça va générer des fichiers bundle avec les fichiers map. Et c'est ces fichiers qui sont chargés dans votre page HTML. Alors, on vous disait qu'Angular était déjà... Enfin, on ne vous l'a peut-être pas dit, non? Je crois pas. Pas encore, c'est là qu'on le dit. En fait, Angular, à la base, c'est déjà très performant. C'est-à-dire que là, le but, c'est pas de rentrer dans le détail des chiffres. Hein. On vous a mis le lien. C'est un site qui est assez sympa où le gars fait des benchmarks régulièrement des différents frameworks dans différentes situations. Je crée des lignes, je modifie des lignes, etc. Et la ligne complètement à droite, c'est en pur JavaScript. C'est-à-dire que c'est censé être le plus performant. Non, droite. Droite, c'est ça? C'est ça la droite, hein? D'accord? C'est censé être le plus performant. Et donc tous les frameworks, en fait c'est la baseline, c'est-à-dire que tous les frameworks sont comparés par rapport à les performances faites en pur JavaScript. Et en fait on voit qu'Angular, mais pas qu'Angular, hein, React, Vue, la plupart des frameworks sont relativement performants aujourd'hui. C'est ça la première chose importante, c'est qu'on a maintenant, là où on avait pas mal de problèmes de performance à l'époque où on faisait du AngularJS, quand on faisait du Backbone, quand on faisait des frameworks de première génération, j'ai envie de dire, aujourd'hui on a des choses qui sont quand même très 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 performantes. Mais on va quand même, peut-être, avoir des situations où on peut avoir des problèmes de performance. Et ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est comment, dans certaines situations, vous pourrez encore optimiser votre application Angular. Il y a 3 leviers, donc 3 moments dans le cycle de vie d'une application Angular sur lesquels vous pourrez intervenir. C'est au moment du build, donc c'est au moment où vous allez construire votre application. Au moment du load, c'est-à-dire que c'est le moment où toute votre application va se charger, donc c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer le chargement de votre application. Et enfin, au moment du run, c'est-à-dire pendant l'exécution du code, il y a aussi des astuces, des petites choses à connaître pour que ça aille plus vite. Et là, je laisse la parole à Wassim. Ok, merci. Donc moi, je vais vous parler un peu des 2 premières parties, donc le build et le load. Donc, quand on build en fait notre projet, donc là, on fait une application Angular, comme l'a décrit Cyril tout à l'heure. Donc à un moment donné, cette application en fait, passe par un processus de compilation. Donc compilation au sens Angular 1. Je vais l'expliquer par la suite. Quand on parle de compilation, il faut qu'on définisse ce que c'est un compilateur. Donc, je pense que tout le monde est à l'aise avec un compilateur. Parseur, lexeur, ok. Moi, non. Moi. Bon, rapidement, qu'est-ce que c'est en fait un compilateur dans le contexte Angular? Encore une fois, on parle ici du compilateur de template d'Angular. Donc à chaque fois que je vais parler de compilateur, je fais référence au compilateur de template. Donc ce compilateur, en fait, il prend votre application, enfin vos composants, votre arbre de composants. Donc chaque composant a un template, etc., etc. Ça passe du coup par ce fameux compilateur qui en fait le transforme en AST, on va dire ça simplement. Et puis cet AST est passé par un renderer et puis tout ça est passé au navigateur pour être affiché à l'écran. Entre-temps, en fait, avant que le code soit passé au navigateur, Angular fait ce qu'on appelle en fait la génération de code, ou du code gen en anglais. C'est-à-dire que ce compilateur-là transforme vos composants, votre application, de manière générale, en un code JavaScript optimisé pour le navigateur. Rapidement, donc là, pareil, sans rentrer trop dans le détail de chaque instruction. Donc, à gauche, vous avez un exemple de composant basique avec un template, tout ce qu'il faut. Et puis, une fois qu'il est passé par la compilation d'Angular, Angular, du coup, nous génère en fait le code que vous voyez à gauche. Donc, c'est un code qui est assez, vous pouvez remarquer qu'il est peut-être assez verbeux, mais en tout cas, chaque instruction est vraiment optimisée pour la VM JavaScript, que ce soit pour V8 ou pour n'importe quel navigateur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir non, je pense pas, les parties en gras, mais voilà, on arrive effectivement à retrouver le nom du composant, le sélecteur, éventuellement
toute la partie donc, template, le fameux H1, title, etc. Tout ça, ça a été transformé en instructions JavaScript qu'on connaît tous, hein, les document create element, etc. etc. Donc ce code, oui. Non, vas-y. Tu me corriges si je dis des bêtises. Ok. Parce qu'on a hyper bien répété, on ne sait pas qui fait quoi en fait. On fait du stand-up là. Donc ce code en fait, il est qualifié voilà, de VM friendly code, c'est-à-dire du code vraiment étudié par l'équipe Angular pour qu'il soit vraiment optimal en fait pour être interprété par les VM, donc les virtual machines du navigateur. Tout ça en fait dans un but de minimiser ce qu'on appelle le dynamic lookup et le inline cache, donc qui sont des concepts propres au VM, donc virtual machine du navigateur. J'ai mes micros qui tombent. Hop, 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 voilà. Du coup, en fait, ces VM-là ont des algos, on va dire, de cache et de recherche et d'évaluation des objets et on va dire, des signatures de méthodes et d'objets bien spécifiques. On va avoir des exemples de monomorphiques et polymorphiques dans les slides qui suivent, mais je voulais juste en fait insister sur le fait que généralement un code JavaScript, pour qu'il soit vraiment rapide et optimal et performant, donc forcément dans un navigateur, il faut qu'il soit le plus possible monomorphique. Donc généralement, voilà, on a un facteur de 10, donc plus rapide effectivement, en passant par ce qu'on appelle un cache monomorphique. Tu peux peut-être expliquer... On peut demander, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces notions de inline, dynamic lookup, ouais. Inline cache? Non. Ok. Est-ce que ça vous intéresse? En fait, on va faire la conf dont vous êtes le héros. Est-ce que vous voulez qu'on détaille un peu ça ou hop, on passe à la suivante? C'est assez technique. Hein, ceux qui veulent qu'on détaille, levez la main. Ok. Oui, donc on va détailler. Donc on va détailler un petit peu. Donc tu vas détailler. Alors, si vous voulez, le principe, c'est que quand dans un code, vous faites référence à la propriété X de mon objet, par exemple, il y a ce qu'on appelle le dynamic lookup. C'est-à-dire que c'est la VM du navigateur. Alors, on n'est pas dans Angular, on est vraiment au cœur du navigateur. Il va chercher dans ses allocations mémoire, c'est quoi l'objet, c'est quoi l'adresse de l'objet, et c'est quoi l'adresse de la propriété X. Et il renvoie ça au programme qui lui a demandé. Mais il n'est pas bête, le navigateur, il se dit, OK, bah, on me l'a demandé une fois, potentiellement, on peut me le redemander, donc en même temps que je le renvoie, je vais le mettre dans du cache. Donc, c'est ce qu'on appelle, donc dynamic lookup, c'est cette action d'aller chercher les bonnes adresses. Et l'inline cache, c'est de dire, bah, une fois que j'ai trouvé la propriété de l'adresse, je le mets dans le cache. Pour ça, comme ça, la prochaine fois qu'on va me le demander, j'ai direct l'adresse, je gagne du temps. D'accord? Et on parle de cache monomorphique parce qu'en fait, quand je vais prendre un objet qui a par exemple une propriété X, j'ai donc un certain type d'objet, je le mets dans le cache. Si on me redemande un objet qui a une propriété X, j'ai le même type d'objet, donc je vais aller dans le cache. Donc j'ai un cache qui n'a qu'un seul type d'objet pour l'instant. Donc ça, c'est très très rapide. Si le coup d'après, je demande un objet qui a une propriété X et une propriété Y, par exemple, là, je n'ai pas le même type d'objet, donc je vais refaire le même processus, je vais le mettre dans le cache, mais dans mon cache, j'ai maintenant deux types d'objets, et ça devient un cache qu'on appelle polymorphique. Et si je fais des appels successifs comme ça avec des objets qui sont toujours différents, le navigateur va me les mettre dans le cache, mais mon cache devient de plus en plus polymorphique. Et au bout d'un moment, quand il y a trop d'objets dans le cache, quand je parle d'objets, je parle d'objets différents, mon cache est ce qu'on appelle mégamorphique. Et à ce moment-là, le navigateur dit un cache mégamorphique, ça ne m'intéresse plus, c'est pas optimisé, je ne l'utilise plus. Donc vous voyez, l'avantage, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir toujours dans un cache des objets de même type, pour que ça soit le plus rapide possible. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec les exemples d'après. Ouais. Donc effectivement, le but, comme disait Cyril, c'est d'avoir des objets de la même forme, de la même signature, pour optimiser en fait ces lookups, ces recherches. Alors, si on prend un exemple d'AngularJS, donc Angular 1, 1.x, en fait, en fouillant un peu dans le code source d'Angular, en fait, on tombe sur cette boucle, c'est la fameuse boucle de gestion, on va dire, pour vulgariser. Vous avez donc la ligne en gras, en fait, le eval qui se fait. Donc cette évaluation se fait sur une expression, vous l'aurez compris, un dynamique. Le Angular ne sait pas ce que c'est cette expression-là. Donc forcément, sa forme n'est pas connue à l'avance. Donc en fait, voilà, la VM est obligée du coup de la mettre en cache, puis voilà. Vous voyez bien que dans watcher.expression, un coup j'aurai des poires, un coup j'aurai des pommes, ça peut être tout un coup j'aurai des bananes, vu que tous les watchers d'Angular passent par cette même fonction. Donc dans watcher.expression, j'ai tous les objets de mon application. Donc j'ai forcément un cache polymorphique qui au final va devenir mégamorphique. Et ce truc-là, en fait, n'aide pas forcément pour avoir une application performante.
parce que voilà, la VM est obligée à chaque fois d'aller faire de la recherche, etc. Contrairement du coup, à la différence de l'Angular, Angular tout court, le code qui est généré, le fameux gros bloc que je vous ai montré tout à l'heure, qui est généré par le compilateur, contient vraiment des instructions claires en fait et précises avec des accès à des objets connus à l'avance. Typiquement ici, on a donc un exemple de code donc généré. On fait référence ici à this.context.newName. Pour information, ici, this context, ça représente le contexte d'un composant, donc le composant compilé. Et là, on va aller chercher la propriété newName de ce contexte. Donc là, le cache est considéré de monomorphique parce que c'est toujours la même forme, ça ne va jamais changer. On accède toujours à newName et rien d'autre. Donc là, on a un léger gain, on va dire, en performance. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, 28 minutes. Ok, on va accélérer. Donc maintenant, voilà, on a vu rapidement des processus de compilation. Donc on va passer rapidement du coup sur les deux processus de compilation proposés par Angular. Le premier processus, on voit ce qu'on appelle la compilation just-in-time, qui est la compilation par défaut. Globalement, comment ça se passe? Lorsque vous codez votre composant, donc ce composant, du coup, il est compilé par Angular, mais en fait, toute la partie compilation se fait côté navigateur, au runtime, ce qu'on appelle JIT. Donc là, JIT, c'est voilà, comme ce qu'on a en Java et dans d'autres langages. Ce qu'on appelle la compilation dynamique, du coup. Hop, donc les quelques inconvénients de cette compilation-là. Premièrement, c'est la taille du fichier, parce qu'en fait, comment on génère l'application avec le compilateur pour que ça soit compilé côté navigateur, il faut qu'on concatène en fait le compilateur d'Angular dans le bundle final. Ce qui, du coup, augmente un peu beaucoup, j'en sais rien, 40%, on va dire, la taille de votre bundle final. Suite à ça, on risque d'avoir du coup des problèmes de temps de chargement de l'application, ce qu'on appelle vulgairement le bootstrapping, et ce qui pourrait engendrer en fait des ralentissements, un temps de TTI, donc le Time to Interactive, qui peut être plus lent, c'est-à-dire votre application met beaucoup plus de temps pour que l'utilisateur puisse interagir avec. Deux autres points aussi assez importants, c'est les problèmes de sécurité et performance. Sécurité dans le sens où au runtime, lors de la compilation de JIT, il se pourrait que votre application compile du code non sécurisé, on va dire. Elle ne sait pas ce qu'elle compile, elle peut compiler tout et n'importe quoi. On peut imaginer par exemple une extension navigateur qui vous injecte du code, voilà, vous n'êtes pas à l'abri de ça. Et donc performance, forcément, vu que la compilation se fait au runtime, le CPU, il a autre chose à faire que de compiler à chaque fois, etc. Donc l'avantage, l'un des points que l'équipe a étudié, c'est d'introduire cette notion de ahead of time compilation, donc la compilation statique, considérée comme statique, où là, en fait, tout ce que je viens de vous décrire, toute la compilation qui se fait côté navigateur, en fait, on ne fait plus ça, on fait la même compilation, mais côté build, au build time, en fait, sur votre serveur, sur votre intégration continue. Et en fait, on génère, du coup, ce fameux code gen qui est généré sur le navigateur, on génère en fichier physique, ngfactory.ts, qui est du coup ensuite transpilé en JavaScript par TypeScript ou par Webpack, n'importe, et donc du coup envoyé au navigateur. Donc le navigateur, il a juste besoin de l'évaluer, de le parser et de l'interpréter. Hop. Effectivement, les avantages de l'AOT, c'est ce qu'on a vu avant, donc ça optimise potentiellement la taille du fichier, alors ce n'est pas toujours le cas. Vous pouvez avoir un bundle final qui est beaucoup plus gros qu'en JIT, ça dépend vraiment de la complexité de votre application. Le bootstrapping est plus rapide, parce que du coup, votre fichier est, on va dire, dans la plupart des cas, la taille du fichier est plus petite, du coup, le temps de chargement est plus rapide. Et puis, forcément, sécurité, parce qu'on ne compile plus rien en dynamique. Ainsi que donc, la partie performance, vu que la compilation ne se fait plus côté navigateur, mais côté build. OK. Ah, c'est marrant ça. J'avais jamais eu. Ok. Bon. C'est très lent ici, la connexion. Voilà, par exemple, ça, c'est un exemple de compilation de JIT dans Google Docs. Non, je plaisantais. Donc là, un exemple de ce qu'on a en fait, c'est une application, deux screenshots de DevTools de Chrome. Le premier, celui du haut, est en AOT, donc la même application compilée en AOT, et en bas, forcément, compilée en JIT.
mode par défaut. Et on voit en fait un gain de à quasiment 50% en fait, du temps de chargement. Donc l'application charge plus vite, il y a moins de code à parser, forcément parce qu'il n'y a plus de compilateur, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les chiffres, mais on pourra en parler à la fin du talk. Là, on y est un peu. On va passer maintenant en revue quelques tips, quelques points, des astuces, on va dire, que vous pourrez mettre en place pour avoir des applications, on va dire, performantes. Ça vaut ce que ça vaut. Par exemple, restez toujours à jour. Essayez, si vous le pouvez, je sais que ce n'est pas le cas tout le temps, de passer du coup aux versions, aux différentes versions qui sortent du coup d'Angular. Par exemple, ici, non pas ici, mais en tout cas récemment, donc, il y a Angular 4 qui est sorti en mars dernier, et en fait, on a remarqué, enfin, plein de gens ont remarqué, juste en passant d'Angular 2 à Angular 4, pas mal de, un gros gain en performance, en tout cas en rapidité. Derrière, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe, pour le nommer, c'est Tobias, du coup, qui bosse sur le compilateur, en fait, a réécrit entièrement le compilateur de template, qui, du coup, a pour avantage, enfin, ce qui a pour but, du coup, de générer un code beaucoup plus optimisé, beaucoup plus, moins de code possible, du coup, des tailles de fichiers plus petits, etc. Non, mais de façon générale, on est sur un framework qui est relativement jeune, même si Angular, l'histoire d'Angular est longue, mais le framework est sorti en septembre 2016 officiellement, donc vous êtes sur les premières versions. Et donc c'est normal que les versions corrigent vraiment les évolutions, les problèmes de la version d'avant. Donc là, on est sur une phase où il va y avoir beaucoup d'améliorations d'une release à une autre. Donc là, c'est intéressant de faire l'effort de migrer. D'autres tips en fait concernent maintenant le packaging en mode prod. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'équipe a fait une petite étude en fait sur Internet et a remarqué qu'il y a pas mal de sites en prod qui ont été shippés en fait avec la version de dev d'Angular et non pas la version prod. Enfin, quand je dis la version, c'est la version minifiée, buildée. Donc, n'oubliez pas, hein, je pense que tout le monde le sait déjà, mais je fais un rappel quand même. Donc, si vous utilisez Angular CLI, vous avez cette commande-là, donc ng-build, passer un flag -prod pour builder en prod, donc ce qui a pour but du coup ici de minifier l'application, de concaténer, bref, d'optimiser vraiment le fichier généré, en mettant effectivement aussi des hashes dans vos fichiers pour optimiser le cache aussi côté navigateur. Et si vous rajoutez du coup le -AOT, donc ça active la compilation AOT, ce qui a pour but du coup d'activer, de lancer une phase d'optimisation de votre code. Typiquement, ce qu'on entend souvent, on entend souvent parler du tree shaking. Qui connaît le tree shaking en fait ici? C'est pas un concept lié à forcément Angular. Okay. Donc je vais quand même faire un rappel pour les autres. En gros, le tree shaking, ce qui n'est pas l'élimination de code mort, hein, je le précise, c'est un autre type d'optimisation de code. En gros, en fait, on part des modules, puis en fait, on enlève les fichiers, les dépendances qui ne sont pas utilisées. On aura tout à l'heure un petit screenshot pour illustrer ce cas-là. Un autre point, une autre astuce, en fait, c'est... alors, si vous utilisez l'Angular CLI, c'est généré pour vous, en fait, le enable prod mode, cette instruction-là. Mais bon, pour ceux qui n'utilisent pas Angular CLI, donc en appelant juste cette fonction-là, en fait, que vous importez depuis @angular/core, ça désactive en fait le mode debug d'Angular. En fait, le mode debug, en fait, si vous inspectez votre code HTML sans exécuter cette instruction-là dans votre application, vous allez avoir des attributs en fait qui sont rajoutés au code HTML. Donc Chrome, par exemple. Toutes ces informations-là, en fait, sont utilisées sont générées par un debug DOM renderer d'Angular. Pour par exemple, alors l'exemple pratique, l'exemple classique, pardon, c'est l'extension Augury qui vous permet d'inspecter votre application, se base en fait sur ces informations-là. Ce qui a aussi forcément pour but de ralentir la compilation parce qu'on passe par 2 renderers du coup. Le fait d'appeler cette instruction désactive ce process-là. Et juste en désactivant ça, on remarque un léger gain en rapidité. Bon, c'est très léger en fait. Importer intelligemment, c'est-à-dire que lorsqu'on code avec Angular, donc on a souvent tendance à forcément utiliser RxJS, et des fois on en abusait même en fait. Donc pour faire simple, on va au but. Au lieu d'importer par exemple RxJS toute la lib, sélectionnez les opérateurs et les observables que vous utilisez dans votre module. Ça ne sert à rien du coup d'importer toute la lib. Importez vraiment les modules, les dépendances qui vous intéressent. Pareil pour Material Design,
Si vous utilisez Material Design, n'importez pas tout Material Module, importez juste les boutons, les toolbars, les cartes, etc. C'est vrai aussi pour Angular Fire, si vous utilisez Firebase, etc. N'importez pas toute la librairie. Donc voilà, étudiez la librairie que vous utilisez, regardez dans la doc, est-ce qu'elle fournit des sous-modules, des sous-dépendances, et importez-les. Même cas pour les polyfills. Pour ceux qui utilisent Angular CLI, il y a un fichier polyfills.ts qui est généré pour vous, avec un gros commentaire, donc je vous ai mis ici juste la partie commentaire. Ce fichier, normalement, enfin, il est utilisé, enfin, il vous permet à vous, ou à nous du coup, d'y rajouter des polyfills pour les différents navigateurs, que je ne vais pas citer, mais si vous ne ciblez pas ces navigateurs-là, si vous ciblez que les navigateurs modernes, n'incluez pas tout non plus. Ces deux lignes-là sont dans ce même fichier, le polyfills.ts, ils sont donc activés par défaut. Si vous avez comme objectif du coup de compiler toujours en mode AOT, en fait, enlevez-les, parce que ces dépendances-là permettent en fait à Angular du coup, enfin permettent au mode runtime de faire de la réflexivité sur le code et notamment inspecter ce qu'il y a dans les décorateurs. Donc voilà, si vous compilez en mode AOT, il faudrait les enlever. Pour la petite info, dans les prochaines versions d'Angular, il n'y aurait plus que ce mode-là, en fait, le mode IoT. Donc pour le moment, on a les deux modes. Plus tard, on passera que sur un seul mode. Une petite astuce, ok, caramba. Une petite astuce, donc c'est ma préférée. Il y a un petit outil qui s'appelle Source Map Explorer que vous pouvez installer sur NPM. Et en fait, en buildant votre application avec le flag -sm, donc source map, ça va vous générer du coup vos fichiers avec les points map pour chaque dépendance, pour chaque fichier. Le fait d'exécuter du coup Source Map Explorer sur ces dépendances-là va vous générer des graphiques comme celui-ci. Donc là, on a fait l'exercice sur la même application générée en JIT et la même générée en IoT. Je ne sais pas si vous voyez les chiffres, mais vous aurez les slides tout à l'heure. Grosso modo, pour résumer, en mode JIT, en fait, le gros bloc que vous voyez ici, ça c'est tout le compilateur qui est shippé avec l'application, le compilateur de template. En fait, en mode IoT, on ne le voit pas. Enfin, c'est pas le même, c'est d'autres dépendances ici. Mais globalement, en fait, en passant de ce mode-là en mode IoT, on a un gain à peu près de 1 méga en fait, sur le code généré. Et si vous utilisez des dépendances, des librairies qui sont tree-shakeable, ça sera le cas du coup. Enfin, plus on avance, etc., plus les librairies, plus les développeurs des librairies en fait mettent ça en place. Vous allez pouvoir du coup enlever un maximum de code qui n'est pas utilisé en mode IoT. Alors le tree shakeable et compagnie, il n'y a pas qu'Angular qui fait ça, maintenant tout le monde se met à le faire en fait. Hop là. Donc passons maintenant au load. Je vais accélérer. T'as 6 minutes. Wow. Donc on a parlé du build, maintenant quelles sont les petites astuces en fait qu'on va pouvoir mettre en place pour optimiser le temps de chargement de notre application. Alors je vais vous parler d'un projet qui me tient beaucoup à cœur, donc Angular Universal. Ce projet-là, donc c'est un module d'Angular que vous pouvez appeler dynamiquement. Ça a été fait à la base, donc ce projet a été mis en place à la base pour gérer la partie SEO des applications Angular, des applications SPA de manière générale. SEO, donc c'est vraiment l'indexation par les moteurs de recherche. Mais il y avait aussi la partie social media link. Lorsqu'on partage des liens sur Facebook, Twitter, etc., on a une petite vignette, une petite miniature qui est générée. Donc si l'application n'est pas rendu côté serveur, on n'a pas cette vignette-là. Et donc Angular Universal permet de faire ce rendu côté serveur, c'est-à-dire prendre votre application Angular et l'exécuter côté serveur. Angular Universal permet aussi de corriger ce qu'on appelle, enfin d'optimiser ce qu'on appelle le Web App Gap. Alors le Web App Gap, c'est ce phénomène-là, en fait, quand vous allez sur une application SPA, donc Single Page Application, il se pourrait que dans certains cas, dans certains types d'applications, qu'on puisse attendre entre 3 et 20 secondes, quand on est par exemple en 3G sur un téléphone, 20 secondes avant d'avoir la page qui s'affiche. J'avais déjà fait l'exercice il y a quelques mois maintenant, où, par exemple, l'ancienne version de LinkedIn mettait 5 secondes à s'afficher sur un téléphone. Là, ils ont corrigé. Donc voilà ce qu'on appelle Web App Gap. Et pendant ce temps-là, en fait, on a un écran blanc, voire un petit loader qui tourne. Universal permet en fait de corriger le temps de chargement, d'optimiser le temps de chargement, ce qui correspond du coup au L du modèle Rail que vous voyez derrière moi. Je ne vais pas le décrire maintenant. Il y a une doc, vous avez le lien à la fin des slides. Donc ouais, c'est un mode qui est beaucoup poussé par l'équipe Chrome en tout cas.
Mais Universal se place sur le L, en fait, qui permet du coup d'éviter d'avoir un temps de chargement et du coup placer un loader, parce que la vie est très courte, en fait, pour passer notre temps. Même si Igor, je l'aime bien, mais... Vous avez reconnu Igor, d'ailleurs, Minard, de l'équipe Angular? Voilà, c'est lui qui mouline. Hop là, du coup, comment ça se passe globalement? Donc, vous prenez votre application, vous l'exécutez côté serveur, c'est détaillé sur le blog que vous allez voir après. Et puis, ce module-là vous génère de l'HTML qui est envoyé au serveur, qui est envoyé au client, et du coup, l'utilisateur vous voit au moins quelque chose à l'écran. Il n'a pas un loader, il n'a pas une page blanche. Comment ça marche sous le capot, du coup, en parlant du code, du coup, vous prenez votre application, ce qu'on a vu tout à l'heure, le compilateur, le fameux compilateur, qui transforme ça en AST, qui est du coup passé à la couche de rendu. En fait, vu qu'Angular ne dépend pas du DOM, de manière naturelle, on va dire, en fait, on passe par une série de renderers. Donc, quand on est côté navigateur, on va utiliser le DOM renderer. Donc, ça, c'est le mode par défaut qu'on a tous. Vous pouvez aussi, d'ailleurs pour info, en fait, Angular est aussi capable de tourner en mode web worker. Alors c'est expérimental, mais ça marche, oui. Et puis nous, ce qu'on a rajouté en fait, c'est le rendu côté serveur. Donc en fait, on a codé un renderer qui tourne côté Node.js. Donc en exécutant une application, en codant une application en mode universel, on remarque en fait un gain. Ici, on a une petite démo effectuée il y a quelques mois maintenant. Ici, en fait, on est en simulation 4G. Donc voilà, on utilise Chrome, on est en mode 4G, c'est pour ça que ça met 4 secondes à s'afficher en localhost. Hein. Et puis en passant juste en universal, en fait, voilà, on tombe en dessous de 1 seconde. Sachant que le modèle Rail stipule qu'il faut qu'on soit en dessous de 3 secondes. Tout ce que je vous ai dit là, en fait, en 10 minutes, je sais pas quoi, c'est détaillé sur ce blog qui est écrit sur Medium. Vous aurez le lien des slides tout à l'heure. Vous cliquerez sur l'image, il y a un lien derrière. Le routeur, et après on aura fini. On peut aussi utiliser, en fait, exploiter le routeur d'Angular pour optimiser le temps de chargement. Vous connaissez tous le lazy loading, le principe du lazy loading. Qui connaît le lazy loading? Voilà. Alors en Angular, j'allais dire Angular 2. En Angular, c'est archi simple à faire. C'est juste ces 2 lignes en fait. Vous spécifiez un path et vous lui précisez le chemin vers le module qu'il doit charger avec l'instruction load children. Bravo. Pour faire simple, vous prenez le bloc que vous avez en haut, donc ça c'est ce qu'on fait régulièrement, on déclare des routes avec des composants, etc., etc. On peut en avoir une vingtaine comme ça dans une simple application. Ce qui est préférable, alors si vous pouvez le faire, préférez du coup la deuxième façon, c'est-à-dire faites que des modules et chargez-les dynamiquement. Enfin, lazy loader, de manière lazy loader. J'ai pas trouvé la traduction de lazy loader, bref. Chargement à la demande. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça. Chargement à la demande. Voilà. Ouais. Voilà, donc en fait, le fait d'avoir ce chargement à la demande permet à Angular en tout cas de démarrer, de bootstrapper, charger ce qu'on appelle le app shell, au moins la cookie, l'HTML, etc., quelque chose de visuel à l'écran plutôt que de charger un loader. Et puis le routeur se charge derrière de charger les différents modules à la demande du coup. Passons maintenant au runtime. Tu as 10 minutes. C'est super parce que tu as accéléré, du coup moi je suis large là. Alors, le runtime, merci. En fait, on va voir tout ce qu'on va pouvoir faire maintenant dans notre code pendant qu'on est en train de construire notre application. En fait, on va essayer de comprendre, je vous parlais de soulever le capot, c'est qu'est-ce qui, dans mon application Angular, fait que ça marche vite. En fait, ce qu'on veut, nous, ça marche vite, ça veut dire quoi ça marche vite? Le ça marche vite, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui change dans l'état de mon application, donc c'est ce qu'a symbolisé par mon modèle, j'ai quelque chose qui change, et moi je veux que ce changement se reflète dans la user interface. C'est ça quand on parle de rapidité, c'est la rapidité qu'a l'application à se mettre à jour en fonction d'interactions ou de changements dans son état. Donc Angular doit savoir que quelque chose a changé, justement pour mettre à jour le HTML. Et qu'est-ce qui peut provoquer un changement? En fait, on peut se faire 1000 scénarios dans la tête, on en revient toujours à 3 phénomènes. C'est une interaction utilisateur, donc ça va être toute la branche event listener, les clics, la souris, le clavier, etc. C'est des requêtes AJAX, donc j'ai fait une requête XML HTTP request, le serveur me répond, ça peut induire un changement. Et l'autre façon de faire, c'est le petit code qu'on met dans des timers, par exemple les set timeout, les set intervalles.
en fait, quand vous réfléchissez bien, c'est que les seules façons qu'on a de provoquer un changement, c'est par ces 3 traitements qui sont des traitements de type asynchrone à chaque fois. C'est ça qui va provoquer un changement d'état de notre application. Donc on sait qu'est-ce qui peut provoquer un changement, et en fait, comment Angular va savoir qu'il y a eu un changement. Et alors là, vous en avez peut-être entendu parler, l'équipe d'Angular a choisi d'utiliser ce qu'on appelle Zone.js, donc c'est une librairie pas faite par Angular, hein, que vous pouvez utiliser dans d'autres contextes, mais l'idée de cette librairie, c'est de patcher tous les fonctions dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont susceptibles de générer du code asynchrone, et d'être capable de dire, il y a eu un event listener, il y a eu un set time out interval, ou il y a eu un appel Ajax, peu importe, je te donne la possibilité d'avoir accès avant, si tu veux faire un traitement, ou après l'exécution de ce code. Donc c'est à ça que va vous servir Zone.js, c'est d'être capable d'être notifié qu'il y a eu une tâche asynchrone, et vous pouvez intervenir avant ou après. Je peux juste rajouter un truc. Tu peux. Pour ceux qui connaissent $apply en AngularJS, vous connaissez tous $apply, et quand on voilà. En fait, c'est grâce à ça qu'en Angular 2 et plus, on n'a plus besoin de faire ça en fait, parce que Zone s'occupe de ça en fait pour nous. C'est ça qui est cool. Voilà. Et du coup, comment Angular se sert de Zone? À un moment donné, dans le code Angular, il va dire quand il y a eu un traitement asynchrone, qu'il y a eu l'exécution d'une zone, moi je vais faire un tick. C'est ce que vous voyez ici. Et le tick, en fait, dans Angular, qu'est-ce qu'il fait? Peu importe les noms, hein, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il lance sa phase de détection du changement. Donc à chaque fois que vous allez avoir une intervention, soit un événement d'utilisateur, soit un appel Ajax, soit un timer, Zone prend le relais pour dire Angular, il y a eu un traitement asynchrone, et Angular fait son tick. Et son tick, c'est je fais la détection du changement. Alors c'est quoi la détection du changement? On l'a vu rapidement tout à l'heure, Wassim vous a montré la fameuse boucle de digest. Effectivement, dans la partie gauche, vous aviez la façon dont travaillait AngularJS. C'est-à-dire que c'était vraiment une boucle. Si vous regardiez le code, c'est le code qu'on vous a montré tout à l'heure, il y a bien un do-while. C'est-à-dire que Angular, il met à jour ces différentes expressions jusqu'à ce que le système soit stabilisé. Donc on est bien dans quelque chose de cyclique. Et c'est pas le plus performant forcément, mais bon, c'est comme ça. Avec Angular 2, on a un arbre, je vous ai dit qu'on avait un arbre de composants, et ce qui est intéressant, c'est que pour chaque composant, on va avoir ce qu'on appelle un change detector. Donc chaque composant vient avec son change detector, qui sera responsable de dire, tiens, quelque chose a changé, est-ce que je mets mon composant à jour? Et du coup, comme on a un arbre de composants, on va avoir un arbre de change detector. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Angular, quand il va devoir faire ce fameux tick, pour dire, je mets à jour, il va partir du change detector de plus haut niveau, et il va parcourir tout l'arbre comme ça en descendant. Et comme on est sûr que, comme on est sur un modèle d'arbre, un composant ne peut pas un changement dans un composant ne peut venir que par son parent ou par lui-même, on n'aura besoin que d'une seule passe. Donc c'est pour ça que c'est déjà beaucoup plus rapide. Donc si on simule ça, qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez l'exemple dans une application Angular. À un endroit de mon application, je vais avoir un événement, un set timeout, un appel Ajax, peu importe, ça va déclencher mon fameux tick. Et du coup, Angular part vers le haut, et sur tous ces change detectors, il va déclencher un rendu. Alors, effectivement, c'est rapide, mais ça, à chaque fois, vous voyez, c'est ce qu'on a symbolisé là, pour tous les composants, Angular va systématiquement re-rendre le composant dès qu'il y a eu un changement. Nous, des fois, on va se dire, c'est là qu'on va peut-être trouver des astuces pour optimiser notre code. Et une des premières astuces qu'on peut mettre en place, c'est ce qu'on appelle la Change Detection Strategy, où, par défaut, Angular dit, dès qu'il y a eu un tick, moi, je fais un re-rendu. Là, on va utiliser ce qu'on appelle le on-push pour dire, moi, en tant que composant, qui implémente cette stratégie-là, ne me change que si une de mes données a changé. C'est-à-dire qu'un composant va avoir des données en entrée. Si sa donnée en entrée n'a pas été modifiée, donc le fameux push, ça ne sert à rien de le re-rendre. Et ce qui se passe, c'est que si vous implémentez ça dans votre application, vous voyez, c'est ce qu'on représente ici, à partir de ce composant-là, on a mis du on-push, ce qui veut dire que pour lui et pour tout son sous-arbre de composants, Angular ne va pas essayer de faire de re-rendu. Alors le problème, c'est que quand vous faites ça, vous êtes obligé d'utiliser ce qu'on appelle des objets immutables. Parce qu'effectivement, vu qu'Angular doit dire est-ce que la donnée en entrée a changé, il va comparer deux objets, et par défaut, Angular compare par référence. Ce qui veut dire que si vous gardez la même référence d'un objet, mais que vous le changez à l'intérieur, Angular ne sera pas capable de voir que ça a changé. Donc si vous utilisez le onPush, faites très attention qu'à chaque fois que vous allez vouloir modifier un objet, vous allez créer en fait un nouvel objet. Du coup, on peut avoir aussi des problèmes. Ça, c'est un autre exemple. Vous voyez, ma donnée que j'ai en input, c'est ce que j'appelle un observable. Et l'observable va me propager des événements. Ce qui veut dire que ma donnée en input, l'observable, ne change jamais.
Ce qui veut dire que si j'ai ça, mon arbre de changement, il ne va jamais se réexécuter, même si j'ai des nouveaux événements qui viennent dans mon observable. Donc il y a une petite astuce pour ça, c'est ce qu'on appelle le mark for check. C'est-à-dire que vous allez demander à votre composant Angular de vous fournir le change detector, et au moment où vous voudrez mettre à jour, donc là je suis dans le subscribe de mon observable, je vais dire, tiens, mon petit change detector, marque-moi comme étant prêt à être mis à jour. Ça veut dire que ça va donner ça. Le mark for check va dire à Angular, voilà la route de change detector que tu dois mettre à jour, et au prochain tick, ces change detectors vont être mis à jour. Avant-dernière astuce, si vous avez du code que vous voulez exécuter du code, mais vous ne voulez pas que ça soit mis à jour tout le temps, vous pouvez détacher votre composant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous lui dites, je te détache, je peux faire ce que je veux, ça ne va pas être influencer le rendu, ça ne va pas jouer sur les performances, et quand je le souhaite, je te remets dans l'arbre de détection pour que tu te remettes à jour. Donc ça se fait avec un détache, et quand on veut le re-rendre, on va à ce moment-là utiliser le detect change. Pour faire la même chose, mais d'une autre façon, on a vu que c'était Zone.js qui était capable de dire à Angular quelque chose a changé. La meilleure façon d'exécuter du code sans qu'Angular soit perturbé, c'est d'exécuter du code en dehors de zone. Et donc on a une petite méthode comme ça qui s'appelle le run outside Angular. On peut donc exécuter du code à l'intérieur, ça ne va pas provoquer de tick. Et si à un moment donné on veut remettre à jour l'interface, on aura juste à réexécuter du code à l'intérieur d'un run classique. Tout ça pour dire, je vous ai montré plein de petits trucs, mais qu'est-ce que je dois choisir dans un projet? Alors déjà, par défaut, si ça marche, changez rien. Enfin, c'est la première réflexion. Hein. Tant que tout va bien, on reste comme ça, on ne soulève pas le capot. Quand vous allez commencer à avoir des problèmes de performance, il y a une petite formule qui dit la vitesse, c'est la fréquence de changement fois le nombre d'expressions. Donc quelque chose, on va avoir donc deux notions. Soit je change très très souvent, soit j'ai beaucoup de choses à changer. Et donc on a deux cas extrêmes. C'est soit vous avez des composants qui ont ce qu'on appelle un high frequency change, c'est-à-dire que c'est des composants qui vont demander à être rafraîchis très très souvent. Vous avez ça par exemple, si vous imaginez des applications où vous voulez mettre des cotations boursières, donc vous allez très souvent appeler un serveur pour avoir de l'information et mettre à jour souvent votre composant à l'écran. Là vous allez plutôt privilégier l'utilisation de détache ou de run outside zone. C'est-à-dire que tout le code que quand vous appelez le serveur, pour récupérer de l'information, vous n'allez peut-être pas à chaque fois le rafraîchir. Si vous faites des appels toutes les 50, 100 millisecondes, peut-être que vous allez dire, je vais détacher mon composant, je vais appeler plein de fois, mais c'est peut-être que toutes les secondes que je vais le rafraîchir à l'écran. Donc vous pourrez jouer là-dessus. Et au contraire, des composants où il y a beaucoup de données, donc c'est plutôt sur la quantité, high expression change, vous allez privilégier le push stratégie, l'immutabilité, et attention, partez toujours des feuilles. C'est-à-dire que vous risquez d'avoir des bugs si vous mettez sur un nœud très haut dans l'arbre, en mettant un push stratégie, vous n'allez plus rendre le reste de l'arbre, donc on part plutôt par les feuilles petit à petit en implémentant cette stratégie-là. 1 minute pour la conclusion, on vous l'a dit, tout ça, ok, blablabla, c'est la conclusion, c'est parce qu'il faut une slide de conclusion. Donc c'était pour la mettre, ça fait joli. On vous a mis toutes les ressources qui nous ont servi à construire ces différents slides. Il y en a d'autres, hein, mais on n'a pas tout mis. On n'a pas tout mis. Ouais. On est disponible, on va être dehors, venez boire un coup avec nous, fumer une clope, si vous voulez discuter de tous ces sujets-là. Il n'y a pas de souci. Et on vous remercie si vous avez des questions. Merci. Au revoir.